Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, c'est avec bonheur que je reçois Yaël Koenig, à qui je dis avant tout bonjour Yaël. Bonjour, chère Monique. Bonjour à tous tes auditeurs. Alors Yaël, après plusieurs autres productions littéraires, tu nous arrives avec une histoire particulièrement émouvante. Avant de citer le titre, je vais montrer un petit peu ma ma Oh, production tu as de vraiment été génial. post-it. Ah oui. Yael nous arrive avec Mère à fleur de peau. Alors, avant de donner la parole à Yael, je voudrais rappeler une citation du Rav Isaac Cook que Yael cite en préambule. Je ne parle pas parce que j'ai la force de parler, je parle parce que je n'ai pas la force de me taire. Alors, Yael, ce livre, c'est tout un programme. Merci, oui, c'est tout un programme et c'est vrai que cette citation du Rav Kook, ainsi que les exhortations de mon médecin, ont fait que j'ai écrit ce livre que je ne voulais absolument pas écrire parce que j'avais l'impression de donner de la, de la vie personnelle un peu en pâture. Voilà, mais c'était mal connaître les lecteurs parce que ce livre a reçu un accueil qui m'a vraiment bouleversée. Et finalement, il fallait l'écrire. Il n'y a pas de détestation dans ce livre, il n'y a que de l'amour. Alors, je voudrais quand même préciser aux auditeurs que le livre vient de paraître en hébreu, traduit en hébreu. Non, pas encore traduit en hébreu. Il vient de paraître en Israël en français. Ah, je croyais que la traduction avait déjà paru. Non, non, D'accord. non, j'ai 3 livres traduits déjà, dont 2 sont sur le marché. Mais Mère à fleur de peau vient de naître en français, alors laissez-moi le temps de le Ça faire. viendra, ça viendra. Alors, Yael, j'ai presque envie de dire que dans ce livre, témoignage d'un amour très effrité, dirons-nous, commence un petit peu avec ta naissance qui arrive après 2 naissances qui n'ont pas tenu, un couple, surtout la maman, qui souhaitait ardemment avoir un garçon. On a vraiment l'impression que c'est déjà le début d'une histoire de jeune femme, de bébé-fille qui va devenir une jeune femme avec un, je dirais pas un manque d'amour, parce qu'il y avait des manifestations très différentes, mais avec non témoignage d'amour maternel, je dirais. Alors oui, à cette époque-là, je ne peux pas savoir, ou enfin, je ne veux peut-être pas savoir, mais oui, ma mère, euh, ça se passe en Tunisie dans les années 50, et elle veut un garçon parce que toute la famille qui est très nombreuse et sa propre, et elle est enceinte. Et d'un petit garçon, on le saura, mais elle va avoir une fausse couche spontanée. Et après, même chose, elle est enceinte, elle a une peur phénoménale, je ne sais plus pourquoi. Elle perd son bébé, c'est aussi un garçon. Et le médecin lui dit maintenant, tu ne travailles plus, tu restes pas des heures dans la cour d'école à surveiller tes élèves, tu restes allongé sur ta chaise longue et on te chouchoute quand tu seras enceinte. Et ça a été le cas. Donc elle est restée 9 mois, et ça c'est dans la légende, enfin pas dans la légende, dans l'histoire familiale, où elle a été vraiment chouchoutée, entourée, etc. Et le jour de la naissance, ben, c'était moi. Voilà, Alors, donc après 2 garçons qui n'ont pas vécu. je dois rappeler que tout ceci se passe à Béja, en Tunisie, et tu arrives, et à ton insu, la première marque de non-amour, c'est le fait que tu n'es pas allaité. Non seulement tu n'es pas allaité, mais ta maman allait un autre enfant. Voilà, c'est ça. Maman n'avait pas envie d'allaiter. Nous sommes 3, elle n'a allaité aucun d'entre nous, ce qui était très moderne à l'époque. Et, je sais pas, on l'a ramenée dans sa chambre. Entre-temps, une dame avait aussi accouché, mais d'un grand prématuré, 6 mois, ce qui pour l'époque était incroyable.
et on a demandé à ma mère de le nourrir. Alors, elle m'a dit à la fois, excusez-moi, hein, je peux une seconde. Oui, oui, bien sûr. Voilà, comme ça, je serai sûre que cette chose ne nous dérangera plus. Oui, alors, ma mère a dit qu'elle voulait pas l'allaiter, ce prématuré, surtout pas. Mais on a tiré son lait et on l'a donné au prématuré. Et le prématuré, nonobstant cela, est mort. Et moi, j'étais à côté de ma mère. Donc, je laisse tous les psychanalystes, psychothérapeutes, etc., interpréter la chose, mais je ne peux m'empêcher de relier tout ce qu'après j'ai vécu avec la nourriture et que je vis encore euh, avec cet épisode. Oui, Qui a alors, été- quelque part, ce qui t'a sauvé, Yael, c'était l'amour de tes tantes, l'amour de ton père. Et là, justement, on aborde un sujet qui est aussi douloureux, c'est que à la lecture de ton livre, moi, je pense que le problème de ta mère, c'était pas ta mère vis-à-vis de Yael. Ta mère était malheureuse. Tu l'as surprise après plusieurs fois en train de pleurer. Ta mère n'était pas heureuse. Elle a beaucoup aimé, je crois, en amont ton papa, mais bon, après, c'est comme tous les couples. Et elle t'encourageait même à, à tomber dans la délation. Bien sûr, papa était au café, bien sûr, papa était au café. Ça, c'est un épisode particulièrement douloureux pour une enfant. Oui, oui, quand papa venait me chercher à l'école, papa n'était pas alcoolique, je précise, parce qu'il aurait été incapable de l'être, et je tiens de lui. Un verre ou un demi-verre de vin, et c'est fini, on a la tête qui tourne. Mais il s'arrêtait au café parce que tout le monde le connaissait. Mon père était un héros de la guerre, il était français. Bon, alors, juste en deux mots, Béja, il y avait déjà 50 ans de retard dans la culture par rapport à Tunis, et c'était en 1950, donc vous imaginez. Alors, mon père avait vraiment tout un mur constellé de médailles et avait fait ses preuves et tout le monde l'adorait dans la ville, qui n'était pas grande. Donc, il ne faisait pas un trajet de l'école à la maison sans qu'on l'arrête à tous les coins de rue. Voilà, donc il buvait un demi-coup avec chacun, mais ma mère ne supportait pas. Et donc, elle me disait, euh, papa a bu, n'est-ce pas? Dis-moi que papa a bu. Mais papa me disait aussi, connaissant les colères de maman, tu dis pas à maman qu'on s'est arrêté au café, hein, je t'achèterai un jouet. Terrible, terrible. Terrible marchandage des deux côtés, en fait. Oui, des Et deux côtés. on apprend dans ce livre que tout se passe au sein de la famille à ton insu, jusqu'à la naissance d'un petit frère. Oui. Oui. Mes parents habitaient dans l'école dans laquelle ma mère enseignait. Et en face de l'école, de l'autre côté de la même rue, donc, il y avait l'appartement de mes grands-parents, lesquels j'étais tous les jours. Mais pas la nuit. La nuit, je rentrais, on était chez mes parents. Et un jour, mon père m'emmène et il me dit, tu vas rester là quelques jours. Et moi, je suis toute contente, je suis ravie. Mes tantes se rivalisent pour me chouchouter. Je suis absolument ravie. Puis, une semaine après, mon père vient me chercher et m'emmène à la maison. Je rentre à la maison. Et là, alors, terrible et incroyable coup de tonnerre et coup de théâtre. Dans mon lit en bois, il y a une chose qui s'appelle un bébé. Et mon père me dit, c'est ton petit frère. J'ai pas eu de haine pour le petit frère. J'étais même très contente. Mais j'ai pas compris, et ça, je m'en souviens, j'avais 4 ans et demi, mais je m'en souviens très très bien. Je n'ai pas compris pourquoi on ne m'a pas dit qu'il allait y avoir ce bébé dans le berceau. Je crois que j'ai perçu qu'avant ça, il y aurait eu des occasions de se réjouir et qu'on m'a pas laissé me réjouir. On m'a Et interdit. on pousse même plus loin, c'est qu'on t'interdit de t'en occuper. Ah oui, il faut pas que je m'en approche trop, mais ça, c'est parce que la bonne, comme on l'appelait à l'époque, la bonne, un jour, n'a pas fait son travail et n'a pas rangé, je sais pas, le rasoir, une lame de rasoir, euh, les fameux, on peut dire maintenant, rasoir Gillette de l'époque, que mon père avait dû laisser traîner pas loin, mais l'appartement n'était pas grand, du berceau du lit de mon petit frère. Et la bonne, bon, enfin, il appartiendrait à elle de s'exprimer là-dessus,
a dit qu'elle m'avait surprise avec la lame dans la main et une mauvaise intention envers mon frère. Ce qui n'est pas vrai, ce qui ne peut pas être vrai. J'avais une terreur de ces lames de rasoir et j'adorais mon frère. Je n'ai eu aucune jalousie. D'ailleurs, pour confirmer ça, je peux vous dire, j'ai une cousine qui a quelques années de moins que moi, qui a eu le malheur de perdre sa mère et son petit frère dans un accident horrible. Et donc, elle est venue vivre avec nous. Elle avait 6 ans. J'en avais 8 de plus. Et elle m'a dit, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, tu sais ce qui m'étonne dans toute notre vie, parce qu'on a vécu ensemble, c'est que jamais tu n'as été jalouse de moi. Comment c'est possible? Je t'ai volé ta mère. C'est vraiment les termes qu'elle a. Donc, je pense que Dieu merci, j'ai tellement de défauts que la jalousie, on me l'a épargnée parce que c'est une vraie maladie. J'ai adoré mon frère. Et aujourd'hui encore, je déplore cette attitude qui a fait qu'on n'a pas pu être intime, mon frère et moi. C'était pas possible. Ouais. Il avait un traitement très différent. Alors, C'était pas. dans les secrets de famille, Yael, que l'on peut taxer de secret de famille, il y en a un deuxième, c'est qu'on te prévient même pas que, hop, la famille part. La famille part en France, car les Ah, mon événements Dieu. Ah, politiques arrivent en Tunisie et ouais, Yael n'est pas prévenue que le ouais. lendemain, ben, elle part. Le matin, même le soir, le matin, je me lève comme tous les matins. Je m'occupe de mon petit, on disait le baigneur à l'époque. C'était mon grand poupon et il s'appelait Pierre. Et donc, je le mets dans mon lit à ma place, je le couvre sur mon oreiller parce que je vais le retrouver le soir. Et puis, bizarre, je pars pas à l'école, je vais dans la famille, mais mes parents sont là aussi. Il y a aussi mes grands-parents paternels qu'on voyait plus rarement, même si c'était nos voisins. Et je comprends pas, parce que d'habitude, c'est toujours très gai. Là, ça l'est pas. Ma grand-mère maternelle est ravagée par les larmes en prenant mon père dans ses bras. Bon, je comprends pas. Mais j'aimerais bien rentrer à la maison. Et je rentre pas. Je rentrerai plus jamais. On s'en va à Tunis, à la Goulette. On prend le bateau et on part pour Marseille. On passe une nuit à Fontcal. On part pour Marseille. Maintenant, je dois dire, mais je ne le savais pas quand le livre est paru, je viens d'apprendre, ayant travaillé avec ceux qui voulaient que la Tunisie reste sous protectorat français, a été désigné par certains services secrets pour être éradiqué de la planète. Donc, d'où probablement ce départ. Mais ça, vous voyez, je ne savais même pas quand mon livre est sorti. Et donc, cependant, on aurait dû, bien sûr, me dire qu'on allait partir un de ces jours, parce que ma mère avait sa mutation quand nous sommes partis. Alors, justement, Yael, la mutation, c'est tout un programme. C'est Oui, que ta mère est mutée à Sourcelles et sous sel, oui. c'est vraiment, pour eux, c'est les ch'tis. Parce que sur une carte, on monte, on monte, on monte, on monte. Tout à fait. Ben, nous, écoutez, pour nous, Marseille, c'était déjà le nord, forcément. Donc, on pensait que Soussel, ce petit village, était. Alors, je pense que ma mère avait dû vérifier sur la carte, mais bon, je n'étais pas au courant de tout. Et quand on a commencé à dépasser Marseille, bon, mais alors, quand on a dépassé Nîmes, là, c'était l'horreur. On était dans le nord du nord. Bon, on a fait encore 1000 kilomètres pour arriver dans le nord de l'ouest puisque Soussel est un village du Maine-et-Loire, pas loin d'Angers. Et ça a été vraiment peut-être pareil que d'atterrir sur Mars ou sur la Lune. Tout était différent. Tout le long du trajet, ces toits d'ardoise tristes, gris, ce climat différent, cette solitude d'une jeune femme de 31 ans avec 2 enfants. Coupé de sa famille, parce que Un seul. les réunions de famille et tout ça, tu en parles, c'était quand même très gai dans la famille. Oui, oui. Très gai, sous l'égide d'une grand-mère à laquelle ma mère ressemble beaucoup, pas très affectueuse, pas très, mais étant là, quoi, et gardant sa famille bien au chaud, c'était très, très différent, oui. En arrivant, en ce qui me concerne, puisque c'est une relation mère-fille, à Béja, je n'étais pas l'aînée des cousins-cousines, il y en avait 2 avant moi, mais à Soussel, j'étais l'aînée. Et tout est devenu beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Difficile Vraiment. et avec encore une façon d'être mise à l'écart puisque tu n'as pas la chance d'être inscrite dans l'école de ta maman Où ça? à Sourcelles.
à Soussel. Non, au contraire, je suis dans l'école de maman parce qu'il n'y a qu'une école et elle fait l'institutrice et la directrice. Elle Ah a oui, mais elle est traitée de manière très difficile, très dure. dit- Alors, par contre, là, c'était très dur, mais elle m'a expliqué. Alors, quand on m'explique, quand même, ça va. Elle m'a dit, écoute, alors, si j'étais deuxième ou troisième à l'école, c'était horrible, c'était terrible. Il fallait que je sois toujours la première. Ça n'était pas difficile d'être la première dans un petit village comme ça, très retiré dans ces années-là, parce que les enfants, une fois sortis de l'école, ils étaient vite réquisitionnés pour aller aider dans les champs, dans les fermes, etc. Et moi, ma mère avait toujours été constamment, elle m'a appris à lire et à écrire à 4 ans et demi, j'avais 4 ans et demi. Et donc, je n'avais pas de difficulté à être la première dans la classe. Mais c'est là que ma mère me dit, et Dieu merci, elle me le dit, elle me l'explique, écoute, tu as les meilleurs résultats, mais je ne te mettrai pas première parce que les parents de tes camarades vont penser que je te favorise. Donc, je ne te mettrai pas première. Donc, j'étais en général troisième, en Même pas sachant deuxième, que même je pas deuxième. Quelle privation! oui. Euh, mais le pire de tout, c'est qu'elle ne me félicitait pas du tout devant les élèves, quoi. Elle me grondait de ne pas avoir compris telle chose ou telle chose que j'avais parfaitement comprise puisque les notes étaient là. Et heureusement qu'elle me l'a dit, sinon je crois que je serais tombée dans une maladie mentale quelconque parce que c'est pas Alors, possible de ne justement, pas être. Yael, là, on va avancer parce que le temps qui nous est imparti avance très vite. Arrive l'entrée en sixième, et là, on va dévoiler un secret de famille, c'est que avec toutes les camarades qui vont entrer en sixième, donc au lycée Joachim du Bellay, que tu as beaucoup apprécié par ailleurs, mais tout le monde est appelé dans la liste, tu n'y es pas, Quelle horreur! tu Ce n'y jour de es la pas. rentrée, je l'attendais avec beaucoup d'impatience ce jour de la rentrée en sixième, pardon. Et c'était un très grand lycée, le plus grand lycée de jeunes filles de la ville. Et donc, oui, c'est ma tante qui m'emmène parce que maman travaille, elle a repris son travail et papa aussi. Donc, et ma tante n'ose pas rentrer dans la cour, ce qui sera une grosse erreur parce que tous les parents y étaient, mais comme elle n'était pas ma mère, elle n'osait pas rentrer dans la cour, elle est repartie, elle m'a laissée seule. Il y avait là peut-être, je crois que c'était à l'époque quelque chose comme 1000 élèves, 900 élèves. Et l'appel a été fait, alors il n'y avait que les sixièmes à ce moment-là. L'appel a été fait, les unes après les autres, toutes partaient. Moi, je m'étais collée à côté d'une dame et sa fille en espérant qu'elle me prendrait avec elle sous son giron, ça n'a pas marché. Et elles ont appelé tout le monde, elles ont fait l'appel, les professeurs prenaient les classes au fur et à mesure et les emmenaient dans les bâtiments. Et je suis restée toute seule au milieu de cette grande cour que j'allais beaucoup aimer par la suite. Et alors, le secret de famille, c'est que ton nom de jeune fille est Calfon, mais à la Oui, différence de tes frères et sœurs, tu t'écris avec un H en plus, qui est de trop. voilà. Alors ça, c'était vraiment une histoire terrible. J'en ai entendu parler toute ma vie. Mon père était fou de joie à ma naissance, fou de joie. Il est allé m'inscrire à la municipalité et l'employé de la municipalité a mal écrit mon nom, c'est-à-dire que Calfon s'écrit sans H et là, lui, il a mis un H, K-H-A-L-F-O-N. Mon père ne l'a pas vu. Je crois qu'il avait déjà bien arrosé un peu ma naissance, il ne l'a pas vu. Et donc, je suis restée toute ma vie, jusqu'à il y a moins d'une dizaine d'années, à m'appeler différemment de ma famille. C'était lourd à Et porter. c'était très lourd à porter, mais c'était devenu une plaisanterie. Ma mère disait toujours, mais j'aimais pas ça. Il a tellement bu qu'il s'est même pas aperçu. Peut-être c'est vrai, mais on le dit pas. Et Oui. peut-être c'est parce qu'il n'a pas fait attention, parce que lui, il était dans l'émotion complètement. Tout le monde me l'a raconté. Il m'a d'ailleurs jamais appelé autrement que ma reine. Et il a eu un fils après, ce qui était extraordinaire parce que lui-même était fils unique. Et il a eu une fille aussi, mais il continuait à jurer sur ma tête chaque fois qu'il avait besoin de jurer, parce que s'il jurait sur la tête de Yaël, c'était vrai. Et donc, ça a été très dur de ne pas m'appeler comme mes parents. Oui. Alors, Yael, ton refuge, parce qu'il y en a eu un, dont on voit la manifestation maintenant, ton refuge, ça a été la lecture et l'écriture. Et au travers de l'écriture, tu es tellement touché par ces non-manifestations d'amour maternel que tu écris au grand rabbin Guggenheim, qui te répond, qui t'apaise,
Absolument, c'est incroyable. J'ai fait ça, vous ne pouvez pas imaginer la distance qu'il y avait entre la ville d'Angers et Paris. 300 kilomètres, c'est toujours la même, mais à l'époque, pas d'autoroute, des petites voitures style Dauphine, donc 7 heures pour y arriver. Paris était très loin pour nous, très très loin. Et moi, j'avais besoin de fixer mon judaïsme, qui était très bien fixé en Tunisie, mais qui là, on faisait plus grand-chose. Les fêtes, on trouvait pas de quoi acheter Bien sûr. cachère, faire les... Et maman était vraiment très déprimée, donc on faisait pas plus Shabbat du tout, du tout. Et j'entendais par la famille, etc., que la vie juive était de plus en plus active, la juive séfarade, bien que nous ne soyons pas séfarades, euh, à Paris. Donc j'ai eu très vite, tu sais, à 12 ans, 13 ans, 10 ans, 12 ans, je voulais monter à Paris avec ma famille. À 13 ans, je voulais faire mon alia. J'ai rien pu faire de tout ça. J'ai Maintenant, rien tu pu l'as faire. faite. Alors justement, nous allons avancer parce que j'étais étonnée de voir dans ce livre que tu n'as même pas de jalousie envers une amie qui, en quelque sorte, t'a volé ta mère. Je veux dire Brigitte, Oui, 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 bien sûr, avec un Brigitte. épisode particulièrement chargé. Oui, Brigitte. On ne révélera pas ce qui s'est passé avec Brigitte. Mais, mais, quelque part, le problème qui va terminer un petit peu le dévoilement de ce livre, c'est que tu as écrit un poème, Oui, d'accord? Un poème, oui. et là, j'aimerais que toi, tu en parles parce que ça t'a valu beaucoup de récriminations de la part de ta mère. Ah ben ça fait la rupture. Un des piliers, des pivots de ce livre. Et je vais faire, si tu me le permets, juste un petit retour en arrière, mais très rapide. C'est que des poèmes, j'en écrivais tout le temps. Et que j'en ai écrit un à la va-vite. C'était bon, peu importe. Et il a été couronné par l'Académie française. J'avais 16 ans et à l'époque, on m'a donc proposé, un éditeur, d'aller à Paris, s'occuper de ma scolarité et moi, je devais écrire des poèmes. Et je pensais que c'était fait. Ma mère a refusé, mon père aussi, que je parte à Paris, dans la ville de perdition, alors que j'étais à Angers. Donc, c'était fini pour ma carrière qui aurait pu commencer à ce moment-là. Et après arrive l'autre poème. Là, j'ai 14 ans, donc avant, puisque j'ai 14 ans, le poème couronné, j'avais 16 ans. J'ai 13 ou 14 ans, je suis en quatrième. J'ai un prof de maths, mademoiselle Davy, qui est le prof de maths des années 30, 40, 50, vraiment attifé, il faut voir comment, très, très bizarre, avec des réactions brutales, une vieille fille, et qui n'a, elle non plus, aucune notion de pédagogie. Et donc, je ne suis pas bonne en maths, je n'aime pas les maths. Je commence tout juste parce que je suis gâtée. On m'a offert une petite radio, un transistor, on disait avec des écouteurs. Donc, j'ai les cheveux 1000 fois plus longs qu'aujourd'hui et j'écoute Salut les copains en classe de maths. Ça, c'est la révoltée, disait ma mère. Et le prof m'envoie très solutionner, résoudre un problème de géométrie au tableau. Je suis en face d'un cercle, je me vois comme si c'était maintenant, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Elle est au fond de la classe, elle est sévère, elle est méchante, elle est toujours comme ça. Au mieux, on peut espérer que du silence. Et elle me dit, Mademoiselle Calfon, tournez-vous, parce que je suis en face du tableau, moi. Et je me retourne et elle me dit, savez-vous faire la soupe? Je comprends pas, mais je sais qu'il y a un piège, il y a quelque chose et que ça va pas être bon pour moi. Alors, je dis non. Non, mademoiselle. Non, mademoiselle. Bon, je vous passe tous les détails. Elle me renvoie à ma place avec un zéro. Zéro, ça veut dire ma mère ne me parle pas pendant un mois. Donc, je suis pas tracassée par le zéro parce que je sais que si je veux bosser, je réussirai. Je suis effondrée, effarée par le zéro parce que à cause de la réaction de ma mère. Et dans la rage, j'écris un poème, un sonnet de quatrains de versets, un sonnet sur Mademoiselle David. Alors, style Boris Vian, hein, j'irai cracher sur sa tombe, je l'écrabouillerai, je machin, je truc, comme on peut faire à 14 ans. Et je le montre à Lydia, une de mes meilleures amies, qui le lit et qui me dit, waouh, c'est vachement bien, hein, il faut le montrer aux copines. Et puis, elle revient après parce qu'elle s'est éloignée, elle me dit, attends, Yael, t'as marqué David, tu te rends compte s'il se tombe de ta poche et qu'on voit dans l'essai que tu as écrit,
tu es renvoyée. T'imagines ta mère, Lydia, c'était ma voisine, elle connaissait ma famille. Alors je dis, t'as raison. Alors je recopie le poème, hein, on n'avait pas d'autres moyens à l'époque, et à la place de David, je mets 2 traits pour respecter le nombre de pieds. Je mets 2 traits. Et 2 traits. Le samedi suivant, ma mère m'appelle. Elle avait ma blouse dans la main et le papier avec le poème dans l'autre. Elle était décomposée, elle était blême, je la reverrai toute ma vie. Et elle me dit, tu me hais à ce point-là? Parce qu'elle, sur les 2 traits d'avis, elle a lu maman. Mais je n'étais pas écrit maman, j'adorais, c'était l'amour de ma vie, ma mère. J'ai tout fait pour la persuader, tout fait, tout le long de ma vie, adulte, avec mes enfants, en lui disant, je n'ai pas écrit ce poème pour toi, tu connais Mademoiselle David, tu sais comment elle est. Elle ne m'a jamais cru. Et si je peux me permettre de le dire, lorsqu'elle a été malade, j'étais auprès d'elle, j'étais seule auprès d'elle quand elle est partie, mais les jours qui ont précédé, je lui ai dit, maman, je t'aime, tu sais. Elle m'a répondu, moi aussi, ma fille, qui était un cadeau inouï. Et je lui ai dit, maman, ce poème n'a jamais été pour toi, c'était pour mademoiselle David. Et elle n'a pas répondu. Donc, je pense Oui. qu'elle est partie avec ce chagrin que je lui ai causé sans le vouloir à l'âge de 14 ans. J'en avais 55 quand elle est partie. Et si tu permets, Yael, pour terminer cette émission, je voudrais citer ce que tu notes en quatrième de couverture, à l'attention de ta mère. Tu es aimé, admiré par des générations familiales et pourtant tu restes tellement seul. Tu es d'une incroyable force et pourtant les déceptions t'ont laminé. Tu es sublime et tu l'es resté malgré tout. Merci Yael. Merci, merci beaucoup, Monique. Merci Je de ce moment. rappelle Mère à fleur de peau, une histoire particulièrement émouvante de Yael Koenig. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci.